Mes chers amis, quel bonheur d'être ici en Lorraine, d'être ici à Nancy, de vous saluer tous, de vous dire à quel point c'est un encouragement de vous sentir là, de vous sentir si nombreux, si mobilisés. Alors donc, mais je croyais que tout était joué, je croyais qu'il n'y avait pas besoin de faire d'élection. Je croyais qu'il n'y avait pas besoin de choisir de candidat. Je croyais que les Français s'étaient déjà prononcés, puisque les observateurs, puisque les médias et puisque les sondeurs avaient organisé l'élection avant de vous demander votre avis. Ah, j'en ai vu des clubs. Le plus fameux, c'est le club des socialistes heureux. Pour que les socialistes soient heureux, il leur faut qu'une seule chose, être entre eux. Ils se regardent, ils se combattent, ils se critiquent, parfois ils se détestent. L'important, c'est qu'ils parlent que des choses qui les concernent eux et pas vous. Ils étaient tellement tranquilles pendant leur primaire. Ils ont fini par croire que pour gagner l'élection, il suffisait que François batte Martine, que Martine dise du mas de Laurent et que Laurent oublie Dominique. C'est fait. D'ailleurs, il l'a dit, M. Hollande, à la une d'un journal, je suis élu. Il n'y a qu'un détail, c'est pas lui qui décide. Bon, il y a un autre détail. Il y a un autre détail. J'étais pas candidat. Honnêtement, ça facilite les choses. Et d'ailleurs, quand j'ai été candidat, j'ai reçu un nombre important de faire-part. On m'a dit, quelle drôle d'idée. J'ai eu l'impression que j'avais raté l'élection, qu'elle était déjà passée, qu'il y avait des gens qui avaient décidé sans nous. Puis on est rentré en campagne. Et j'ai voulu parler au peuple de France. J'ai voulu m'adresser directement à chacun d'entre vous. Et là, les mêmes, les observateurs, les sondeurs, tous ceux qui ont métier de parler et de commenter, ils ont vu ce qu'était le peuple de France. Un peuple libre, un peuple frondeur, un peuple à qui personne ne dit ce qu'il doit faire, parce que c'est lui qui choisit et c'est lui qui décide. Un peuple qui veut être respecté et un peuple qui a dit on en a assez d'entendre tout ce qu'on entend à la longueur de journée. Ce ne sont pas nos valeurs, ce ne sont pas nos idées, ce n'est pas notre combat. L'élection, c'est nous, le peuple de France, qui allons le faire. Alors merci, merci de votre présence, merci de votre courage. J'ai choisi dans cette campagne, j'ai choisi, je veux parler au peuple de France. Je ne veux pas parler à la droite, je ne veux pas parler à la gauche, je ne veux pas parler au centre, je ne veux pas parler aux radicaux, je ne veux pas parler à qui que ce soit. Je veux parler à chacun d'entre vous pour vous dire une chose, une seule. Le choix que vous allez faire dans 5 semaines est un choix historique. Parce que la France est à la croisée des chemins. Et ce choix, vous devez le faire libre de tous vos engagements partisans qui ne doivent pas compter quand il s'agit de l'intérêt général et de l'intérêt de la nation. Libre de tous les votes que vous avez faits auparavant, peu importe. Je veux parler à chacun, y compris à ceux qui n'ont jamais croisé notre route, y compris à ceux qui ont pu avoir des désaccords avec nous. Je veux leur demander, regardez l'avenir. Et aidez-nous à faire le meilleur choix pour la France. Lorsque j'ai commencé la campagne, on m'a dit que j'étais un populiste, parce que j'avais l'idée, devant la crise de la parole publique, de vous faire les témoins de mes engagements.
par le référendum. J'ai dit, chaque fois qu'il y aura blocage dans notre pays, je me tournerai vers vous et je vous demanderai d'être les garants de mes engagements. À ce moment-là, le commentaire a été le suivant. Mon Dieu, il commence sa campagne à l'extrême droite. Comme si l'extrême droite n'avait jamais porté dans son cursus idéologique le référendum. Comme si le référendum n'avait pas été la base de la volonté gaulliste de rendre la parole au peuple. Comme s'il fallait se méfier du peuple. Comme si on était tellement tranquille entre nous sans vous demander votre avis. Comme si les affaires devaient continuer, comme si s'était rien passé. Comme s'il n'y avait pas eu la crise. Et comme si vous n'étiez pas assez intelligent pour comprendre. Quelques jours après, je proposais de taxer les exilés fiscaux. Voilà qu'on me retrouvait à l'extrême gauche. Ça m'a donné le tournis. En une semaine, j'étais passé de l'extrême droite à l'extrême gauche. Heureusement que la Terre est ronde. Ça m'a permis de me retrouver au centre. Ça tombe bien, je suis là, André. C'était pas simple. Mais derrière l'ironie, il y a quelque chose à laquelle je vous demande de réfléchir. Cette affaire de territoire de l'extrême droite, de terre du centre, de terre de droite ou de terre de gauche, c'est une méconnaissance totale de la France de 2012. Il n'y a pas de territoire qui appartienne à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Il y a un moment ou un autre des Français qui souffrent et qui ont exprimé leur souffrance en disant non. Ils savent parfaitement que ce vote n'amène rien, conduit à une impasse. Et je conteste l'idée que nous n'avons pas le droit de leur parler. Je conteste l'idée que nous n'avons pas le droit de leur dire « Suivez-nous, nous les Républicains, ne perdez pas votre temps dans cette impasse où on vous raconte des mensonges et où on utilise votre souffrance pour rien, si ce n'est pour le bénéfice de la gauche au pouvoir. » La question du peuple de France, de votre capacité à comprendre les enjeux, à être juste des enjeux et à décider ce que vous voulez, c'est une question centrale. Je le dis ici, dans cette Lorraine qui a tellement souffert, tellement souffert. D'abord, la France n'a pas le choix. Nous devons continuer l'œuvre de réforme. L'immobilisme nous condamnerait. J'ai dit que je rentrerai dans cette campagne en vérité, sans mensonge, sans subterfuge, dire la vérité. Parce que regardez ce qui se passe à côté de chez nous, au peuple à qui les gouvernements ont menti. On a menti à la Grèce, regardez la situation de la Grèce. On a menti à l'Espagne, regardez la situation de l'Espagne. Et si nous n'avions pas fait les réformes, et notamment la réforme des retraites, la France serait aujourd'hui dans la situation de ces pays. Voilà la vérité. Elle n'est pas ailleurs, la vérité. Lorsqu'en 2010, j'ai dû engager la réforme des retraites, il n'y avait pas encore la crise de l'euro. On était dans des crises. Beaucoup de mes amis m'ont dit « Attention, un peu de poussière sur le tapis, ne prends pas de risque. » Et moi, j'ai pensé que le risque, c'était celui de mentir aux Français. 15 millions de retraités. Pour 1,5 million d'entre vous, les retraites n'étaient pas payées. La sécurité sociale allait chercher à la banque un argent qu'elle n'avait pas. La sécurité sociale empruntait pour payer les retraites d'1,5 million de retraités. Avais-je le droit de garder cette situation? Nous gagnons un trimestre d'espérance de vie par année. Avais-je le droit de continuer en disant c'est les autres qui régleront le problème? Avais-je le droit de refuser d'assumer la mauvaise humeur des Français pour préparer leur colère le jour où, partant à la retraite, ils auraient compris qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses pour payer leur retraite? Avez-vous vu ce qui s'est passé? En Irlande, on a baissé les retraites parce qu'ils n'avaient pas fait la réforme. En Espagne, on a baissé la retraite. En Italie, on a baissé les retraites. En Grèce, on a baissé les retraites. Partout où les gouvernements, par manque de courage, ont refusé les réformes, l'addition pour les plus vulnérables a été à payer parce qu'il y a toujours un rendez-vous pour la lâcheté.
Parce que quand on est lâche, quand on manque de courage, quand on ne fait pas ce qu'il faut, alors c'est les plus vulnérables qui doivent assumer et qui doivent payer. J'ai dit aux Français, bien sûr, vous allez travailler 2 années de plus, naturellement. Mais comment faire autrement, alors que la durée moyenne à la retraite est de 21 ans? Comment faire autrement si vous êtes de moins en moins nombreux à cotiser et de plus en plus nombreux à la retraite? Qui paiera vos pensions? Est-ce que nous n'avons pas une responsabilité vis-à-vis des 15 millions de retraités? Je veux même vous dire autre chose. J'ai posé la question de l'actualisation des retraites. Non seulement je n'ai pas voulu qu'on baisse les retraites, mais j'ai voulu qu'on les actualise pour que le pouvoir d'achat des retraités ne soit pas diminué. Croyez-vous qu'on aurait pu actualiser les retraites par rapport à l'inflation? 3 milliards d'euros chaque année, si nous n'avions pas fait la réforme que nous avons choisi de faire? Je veux dire cela, aucun syndicat ne m'a soutenu. Les seuls partis politiques qui se sont engagés, c'était ceux de la majorité et les parlementaires de la majorité. J'ai dû faire face à 9 manifestations nationales de plusieurs millions de personnes et je n'ai pas reculé d'1 centimètre parce que je croyais que c'était l'intérêt général. Je veux m'en expliquer avec vous. Je vous dois la vérité. Il ne s'agit pas de se glorifier parce qu'on ne recule pas, pour dire on est fort. Mais quand on est convaincu que c'est l'intérêt général, mes chers compatriotes, si j'avais renoncé, si j'avais lâché, où en serions-nous aujourd'hui? Et les mêmes qui défilaient dans la rue pour crier à l'injustice contre le gouvernement et contre moi seraient les premiers à m'accuser aujourd'hui de ne pas avoir garanti l'équilibre des régimes de retraite. Tartuffe! Les mêmes, avec les mêmes mots. Oh, je me souviens de ces manifestations. C'était pas facile, parce qu'il y avait des gens en colère, et je peux le comprendre. Parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord, et c'est la démocratie. Mais mes chers compatriotes, quand on élit un président de la République, on doit choisir quelqu'un qui est capable de dire non, qui est capable de tenir une décision quand c'est difficile, car prendre une décision quand il s'agit de dire oui, c'est à la portée de tout le monde. Dire non, quand un pays ne veut pas entendre, c'est beaucoup plus difficile. Mais aujourd'hui, qui viendrait me reprocher cette réforme qui a permis de sauver le régime de retraite par répartition? Qui osera? Alors certes, je me souviens de l'aimable Madame Royal, toujours apaisée, toujours modérée, toujours dans la nuance, promettant solennellement aux Français le retour à la retraite à 60 ans. Où en est cette promesse aujourd'hui? Où est-ce qu'ils en sont? Je pense que sur un sujet aussi grave que celui-ci, et si nous ne voulons pas qu'un jour notre pays connaisse de la violence, il faut dire la vérité avant, pour pouvoir mettre après en œuvre la politique sur laquelle on s'est engagé. Quelle est la position de M. Hollande sur la réforme des retraites? Est-ce qu'il a menti lorsqu'il a dit qu'il reviendra à 60 ans? Alors dans ce cas-là, il faut le dire. Et s'il ne le veut pas, il faut le dire aussi. Et s'il veut revenir à 60 ans, il faut dire qui va payer. Il faut dire alors que pour revenir à 60 ans, il faudra augmenter les cotisations des salariés. Dans ce cas-là, il faut qu'il arrête de faire des promesses sur le pouvoir d'achat, parce qu'on n'augmente pas le pouvoir d'achat en augmentant les cotisations des salariés. Ou alors il faudra dire à la Lorraine, c'est les entreprises qui paieront. Et dans ce cas-là, merci pour les délocalisations. En augmentant le coût du travail, ça va beaucoup aider la sidérurgie en Lorraine. Je veux d'ailleurs aller plus loin avec vous ce soir. Je crois à l'utilité des corps intermédiaires. Je crois au rôle des syndicats. Mais quand les syndicats font un travail de syndicaliste, pas lorsqu'ils font un travail de politique. La politique aux partis politiques, le syndicalisme aux syndicats. Je veux prendre 2 exemples, mes chers amis. 2. J'étais à Nantes l'autre jour et j'ai donné un entretien au journal Ouest France. Ça n'a pas plu aux permanents de la CGT qui ont décidé que le journal ne paraîtrait pas
parce que le président de la République faisait un entretien dans ce journal. Est-ce que c'est du syndicalisme? Est-ce que c'est de la démocratie? Est-ce que c'est respectable? Est-ce que c'est la République dans laquelle nous voulons vivre? Est-ce qu'il y a une seule personne ici qui agirait ainsi à l'endroit de quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées? Ce ne sont pas nos méthodes. Nous ne sommes pas sectaires. La République, ce n'est pas cela. La République, c'est je n'ai pas vos idées, mais je me battrai pour que vous puissiez les exprimer. Mais nous, la majorité silencieuse, ce que je peux leur dire à ces permanents-là, qu'est-ce que nous entendons à longueur de journée? Qu'est-ce que nous supportons à longueur de journée? Si vous étiez à notre place, imaginez l'enthousiasme que nous avons pour cette campagne, qui est une campagne de libération de la parole, de la pensée et de l'idéal. Et puis dans cette querelle, il y a toute la question de la sidérurgie. J'ai sauvé Alstom, nous avons sauvé le Jabi, nous avons sauvé Photowatt et tant d'autres. Nous avons trouvé du travail pour les salariés de Petroplus. Jamais je ne laisserai tomber, vous m'entendez, la sidérurgie. Je le dis, Serge Gérard, ici en Lorraine, la sidérurgie, parce que ma conviction, c'est que la production d'acier est essentielle pour une grande économie comme l'économie française. Mais qui a dû discuter pied à pied avec les actionnaires d'ArcelorMittal pour qu'à Florange, on remette 17 millions d'euros pour deux choses, pour que les hauts fourneaux puissent repartir et pour que l'acier fabriqué puisse être un acier avec plus de plus-value. Parce que si on fabrique ici le même acier que la Chine, il n'y a aucune chance qu'on préserve nos emplois. 17 millions d'euros sans aucune condition. Je les ai obtenus de l'actionnaire d'ArcelorMittal. Je me suis battu pour cela. Je ne dis pas que ce n'était pas mon devoir, c'était mon devoir. Mais je dis que je mérite mieux que d'avoir quelques permanents d'un syndicat politisé qui vient à Paris, non pas pour défendre les salariés, mais pour casser et donner une image dévoyée de ces ouvriers de la sidérurgie qui méritaient d'être respectés. Quant aux autres, et j'ai tenu mes engagements, je les tiendrai. Quant aux autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils font? Je vois que Mme Filippetti est bien bavarde quand il s'agit de parler de moi. Mais c'est sa circonscription. Qu'est-ce qu'elle a fait pour convaincre les actionnaires? Qu'est-ce qu'elle a fait pour amener de nouveaux emplois? Qu'est-ce qu'elle a fait pour amener du chiffre d'affaires? Quel est son poids dans la discussion? Je ne veux pas être désagréable, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on attend un peu de discrétion devant cette forme affichée, excusez-moi, d'incompétence. Quant à M. Hollande, il a fait un engagement qu'il tiendra. Il est venu et il a dit « je ne prenais rien ». Il tiendra. Il a dit autre chose. Quand je ne suis pas sûr, je ne dis rien. Il ne dira rien. Mais moi, je veux vous dire quelque chose. Dans mon identité, le mot renoncement n'existe pas. J'essaye toujours, je me bats toujours. Ça ne marche pas toujours, mais mon devoir, c'est de mettre mes tripes, mon énergie, ma volonté, parce que derrière, il y a des gens qui souffrent. Oui, je me souviens, quand M. Jospin était Premier ministre et qu'il disait les bras ballants à Vilvorde, on n'y peut rien. Eh bien, si on n'y peut rien, on n'est pas Premier ministre de la France. Parce que quand on est Premier ministre, c'est qu'on y peut quelque chose. Ou M. Mitterrand, qui à la télévision, sur le chômage, disait « Mais enfin, monsieur, on a tout essayé ». Non, je ne considérerai jamais qu'on a tout essayé. Parce que derrière celui qui attend le petit salaire pour faire vivre sa famille, il a besoin que celui qui est président de la République, au moins, il se batte. Je ne dis pas que j'ai tout réussi. Je dis que je me suis battu le matin, le midi et le soir. Je dis que je me suis battu de la première minute de mon quinquennat jusqu'à la dernière minute, parce que c'est mon tempérament, parce que c'est l'idée que je me fais de mon devoir, et parce que profondément, je pense que c'est cela que vous, mes chers compatriotes, vous attendez du président de la République.
D'ailleurs, il faut que je vous dise un certain nombre de choses ce soir. J'ai la chance d'être venu sans discours. Ça, mon équipe, ils n'aiment pas. Comme ça, c'est vraiment de moi. Je ne peux pas être plus sincère. Voilà mon discours. Je vais vous dire un certain nombre de choses en lesquelles je crois. Je vais le dire à cette Lorraine que j'aime tant, parce que c'est un territoire où on est ouvert, où on a connu tellement de choses, où on a vécu tant de souffrances et tant d'espérance. Dans cette Lorraine-là, je veux vous dire une chose. D'abord, je crois aux sentiments. Je ne suis pas un robot, je ne suis pas un automate. Et la présidence de ma République ne m'a pas transformé en momie. Je ne joue pas un rôle. Je suis un être humain qui aime profondément son pays, qui est passionné par ce qu'il fait, qui aime les gens, qui veut les défendre, les représenter et qui se fait une idée de la grandeur de la France. Oui, oui, c'est cela la politique. Et peut-être ai-je une conception charnelle de cette politique-là. Je ne viens pas débiter à longueur de journée le même discours. J'ai des sentiments, je reste interdit devant la souffrance des familles de victimes. Je n'arrive pas à m'habituer au drapeau tricolore sur le cercueil de nos soldats qui vont se battre à l'autre bout du monde pour défendre les vertus, les valeurs et les intérêts de notre pays. Je ne peux pas me résoudre, c'est vrai, au fait qu'il y a des souffrances et des douleurs qu'on ne peut pas soulager parce qu'on ne peut pas rendre un fils à son père, parce que parfois il y a des emplois, des usines qu'on ne peut pas sauver. Mais la politique, le jour où il n'y a plus de sentiments, la politique, si le jour où elle n'est plus le fait que de machines qui vont débiter ce qu'ils ont appris à l'école et qu'ils débiteront jusqu'à la fin de leur vie, la politique sans sentiment, la politique sans engagement, la politique sans passion, c'est une politique qui sera condamnée au désintérêt, parce que vous tous, dans votre vie quotidienne, vous avez des sentiments, vous avez de la passion et vous demandez de l'engagement. Voilà pourquoi je m'engage dans cette campagne avec cette force. Nous avons vécu une épreuve immense avec les événements tragiques de Toulouse et de Montauban. Je veux en parler parce que j'ai été choqué par un certain nombre de choses. D'abord, je veux dire que la France a été digne, que la France n'a pas cédé à la colère, que la France n'a pas cédé à la vengeance, que la France n'a pas cédé à la tentation de l'amalgame. La France a donné un exemple au monde de calme et de sang-froid. Mais je veux le dire avec la plus grande force, je suis choqué de ceux qui ont dit que ce monstre qui a tué et brisé des vies à Montauban et à Toulouse était le produit de la société. La société n'est pas responsable de tout. La France n'est pas responsable de tout. Je veux dire aux médias, arrêtez de donner la parole au père indigne de ce monstre. Il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Il y a des propos qui ne doivent pas se tenir. Il y a des choses qui se sont dites, qui ne sont pas des opinions, qui sont juste des injures. Injures à la mémoire des victimes, injures à l'histoire de notre pays, injures pour toute personne qui considère que quand on a une famille, il y a le devoir des parents de s'occuper de leurs enfants, et quand on n'a pas été capable d'assumer ses responsabilités, on ne vient pas additionner l'indignité à l'horrible. Je veux dire également que je remercie tous les médias qui ont refusé de diffuser cette cassette ignoble. Parce que tout n'est pas de l'information. Parce que dans une société comme la nôtre, il y a des choses qu'on ne doit pas montrer, parce qu'elles sont immontrables, parce qu'elles blessent tout ce qu'il y a d'humanité entre chacun d'entre nous. Ça, c'est la réalité. Et puis je voudrais dire aussi que les forces de l'ordre ont fait honneur à la République, honte à ceux qui les mettent en cause. Et vous savez pourquoi honte à ceux qui les mettent en cause? Parce que ces policiers, ces gendarmes, ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont risqué leur vie pour nous. Et je n'accepte pas que des personnes de l'extérieur, qui par définition ne savent pas ce qui s'est passé,
puisse donner des leçons à des femmes et à des hommes qui ont été l'honneur de la République française en faisant leur devoir. Alors il faudra tirer un certain nombre de conséquences de tout cela. D'abord, je l'ai dit, mon devoir de président de la République, c'est de vous appeler au refus de tout amalgame. Je vous le demande, parce que nos compatriotes musulmans n'y sont pour rien. Ils sont les victimes de ce qui s'est passé, doublement les victimes. Les victimes, parce qu'il y a eu ces soldats qui ont été assassinés. Et peu importait que tel ou tel soit musulman, ce qui importait dans l'esprit du tueur, c'est qu'il ait l'uniforme de l'armée française. C'était nos enfants, qu'ils soient musulmans ou pas. C'était nos frères d'armes, c'était nos soldats. Et quand j'étais à Montauban, il n'y avait pas à faire de différence entre les cercueils qui étaient devant moi. Pas d'amalgame parce que l'immense majorité de nos compatriotes ne veulent pas de ça, sont blessés par cela. Mais je veux leur dire, et je veux le dire à la communauté nationale dans son ensemble, nous avons pris avec le ministre de l'Intérieur un certain nombre de décisions. Aujourd'hui, nous avons pris la décision d'expulser 5 personnes que nous ne voulions plus sur le territoire de la République française. Et j'adresse un avertissement très clair, mais qui doit être bien entendu. Tous ceux qui tiendront des propos contraires aux valeurs de la République seront instantanément mis dehors du territoire de la République française. Il n'y aura pas d'exception. Il n'y aura aucune indulgence. Sur le territoire de la République française, on considère que les hommes et les femmes sont à égalité. Sur le territoire de la République française, quand on va à l'hôpital, on ne choisit pas son médecin, même médecin pour les hommes et pour les femmes. Sur le territoire de la République française, il faudra vraiment que je l'apprenne à Madame Aubry, c'est les mêmes horaires dans les piscines pour les hommes et pour les femmes. Et dans nos cantines, c'est les mêmes menus pour les enfants de la République laïque. C'est la France. Nous resterons ouverts, mais personne ne nous fera changer là-dessus parce que c'est le socle de la démocratie française. Je veux d'ailleurs continuer là-dessus et je suis très heureux de le faire ici, en Lorraine et à Nancy. Toute ma vie, et je sais d'où je viens, j'ai lutté et plaidé pour une France ouverte. Jamais vous ne m'entendrez réclamer une France fermée. Et je vais essayer de m'en expliquer devant vous. Parce qu'un pays qui se ferme, c'est un pays faible. Et moi, je veux un pays fort. Donc un pays ouvert. La fermeture n'est pas une solution pour nous. Nous sommes la 5e économie du monde. Nous avons une culture, une langue à défendre, un idéal à porter. Jamais je n'accepterai la fermeture. Je vais même vous dire mieux. Jamais je ne désignerai l'autre, l'étranger, comme l'ennemi. Jamais je ne parlerai de haine. Jamais je n'utiliserai la peur. Parce que moi-même, je sais d'où je viens. Jamais je ne tiendrai le même discours que d'autres. Mais en même temps, je veux dire à nos élites qui vivent dans un petit club, ignorant toutes les difficultés des Français, que je n'accepte pas qu'on veuille nous interdire de débattre entre républicains de la question des flux migratoires et de l'immigration en France. Ce n'est pas un tabou, ce n'est pas un sujet interdit. Il y a des choses qui ne vont pas et il faut le dire. Comprenez-moi bien. Je veux prendre du temps pour m'expliquer avec vous sur un sujet qui ne doit pas être évoqué par des formules. Je veux un raisonnement. Poser comme principe que prononcer le mot immigration, et déjà vous êtes catalogué, c'est ignorer la réalité. Quelle est la réalité? Elle se traduit par 2 éléments. La première, c'est que nous devons regarder en face notre système d'intégration. Il est en panne.
nous n'arrivons plus à intégrer correctement ceux que nous accueillons sur notre territoire. Et je mets au défi qui que cela soit de me démontrer le contraire. Pourquoi nous n'y arrivons plus? Pour une raison. C'est parce qu'à peine avons-nous accueilli ceux que nous voulons intégrer, que nous en accueillons sans cesse d'autres, que le système s'embolise parce que nous avons accueilli trop de monde en même temps, sans nous donner les moyens de faire fonctionner notre système d'intégration. Il n'y a rien de choquant dans ce que je dis, c'est juste la vérité. Il y a une deuxième chose que je veux dire, et je le dis très franchement, je ne vois pas comment, en tant que président de la République, je peux dire aux Français, faites attention, il faut qu'on réduise nos dépenses, il faut qu'on fasse des efforts. Et dans le même temps, le même homme continuerait à accepter qu'une immigration vienne en France alors qu'elle ne viendrait que parce qu'elle s'est tentée par les prestations sociales les plus généreuses du monde. Pour notre système d'intégration et pour l'équilibre de nos comptes sociaux, nous ne pouvons pas continuer ainsi. Voilà la démonstration. J'ai donc pris des engagements et j'attends que tous les candidats fassent de même. J'ai dit, dans les 5 ans qui viennent, je diviserai par 2 le nombre d'étrangers que nous accueillerons sur le territoire de la République. Pour l'équilibre de nos comptes sociaux et pour le fonctionnement de notre système d'intégration. On m'a posé la question, et c'est normal, je m'y attendais, comment allez-vous faire? C'est très simple. Le regroupement familial est un droit. Pendant des années, André, souviens-toi, j'ai entendu qu'on ne pouvait même pas prononcer le mot regroupement familial, qui provoquait l'hystérie pour les uns, la complaisance pour les autres. Vous savez, ceux qui vont à la télévision avec un miroir. Et ils ne vous dérangent pas quand ils parlent. Ils se parlent à eux-mêmes. Le regroupement familial est un droit. Mais je veux dire une chose, c'est que faire venir sa famille si on n'a pas un logement pour l'accueillir, c'est une folie. Faire venir sa famille si on n'a pas un salaire pour la faire vivre, ça n'a pas de sens. Et je rajoute autre chose. Faire venir sa famille en France, je veux poser la condition préalable qu'avant d'entrer sur le territoire, on doit avoir appris le français et assimiler les valeurs de la République. Sinon, on ne rentre pas sur le territoire de la République. Moi, je prends des engagements, cher Philippe Richert. J'attends que les autres fassent de même. Je veux savoir ce qu'ils feront. Est-ce que M. Hollande est toujours d'accord pour régulariser la totalité de ceux qui sont en situation irrégulière? C'est son droit, mais il faut le dire aux Français. Il faut le dire aux Français. Je veux dire là-dessus que les choses soient très claires entre nous. Il faut prendre des engagements et s'y tenir. On n'a pas le droit de mentir sur des sujets aussi graves, des sujets de cette nature. Voulez-vous m'indiquer l'image qu'aura l'enfant de la femme étrangère, ne parlant pas un mot de français, cloîtrée chez elle, par un mari qui la considère comme l'esclave? Cet enfant, quel regard aura-t-il sur ses parents? Comment cette mère de famille pourra-t-elle répondre aux mots de l'instituteur ou du professeur, ne parlant pas un mot de français? Où est l'égalité entre l'homme et la femme? Où est le souci de l'enfant lorsqu'on traite les gens de cette façon-là? Ça se passe sur le territoire de la République française. Cela doit changer. Nous ne pouvons plus accepter une situation de cette nature. Je veux dire un mot de l'école de la République. Là aussi, je crois à l'utilité des corps intermédiaires et des syndicats. Mais que les choses soient claires. Quand je parlerai du statut des enseignants, j'en parlerai avec les syndicats. Mais quand je parle de l'école de la République, je dis que l'école de la République, c'est le problème des familles de France, pas seulement des syndicats d'enseignants. C'est à vous de donner votre opinion. Ce sont vos enfants, ce sont nos familles, chère Christine Boutin. Et nous n'avons pas à accepter d'être considérés comme des étrangers à l'école de la République de nos enfants. Je veux d'ailleurs faire 3 remarques. La première, c'est que l'école, nos enfants ont changé, mais l'école n'a pas assez changé. Que jamais il n'y a eu autant besoin d'un même programme pour assimiler tout le monde
et en même temps d'une pédagogie adaptée pour des enfants tellement différents. Voir nos enfants d'aujourd'hui comme ils étaient il y a 50 ans, c'est un refus de voir la réalité. Tout ne peut pas se passer en classe. Il faut que les adultes reprennent possession des locaux de l'école. Il faut qu'en dehors des heures de classe, il y ait des enseignants à disposition des enfants qui se noient et qui ont du mal à suivre. Tout n'est pas une question de quantité, c'est d'abord une question de qualité. L'égalité des chances, ce n'est pas donner la même chose à chacun, c'est que le professeur ait du temps en dehors de l'heure de classe rémunéré pour s'occuper des 5, 6, 7, 8, 9 qui dans la classe ne suivent pas. Mais si on ne s'en occupe pas, ils traînent tous les autres vers le bas. Donc il faut qu'il y ait le temps de classe et le temps à côté de la classe pour s'occuper de ces enfants. Et si on ne s'en occupe pas, c'est toute la société qui paiera cher le fait d'avoir refusé de s'occuper de ces jeunes. Alors, j'ai fait, cher Laurent Hénart, une grande provocation. Je me suis dit, dans le fond, pour les professeurs de collège et de lycée, aujourd'hui, c'est 18 heures d'obligation de service. J'ai proposé pour ceux qui le voudraient, allez, on va passer à 26 heures. Comme ça, vous aurez 8 heures pour vous occuper des enfants qui en auront besoin. Et on aura comme ça un système scolaire où personne ne se noiera. Parce que celui qui vient d'une famille étrangère, où on n'a pas fait des études, où on ne connaît pas la culture et la langue française, si le professeur dans le lycée ou dans le collège ne s'occupe pas de lui après la classe, qui va s'en occuper? La rue? Voilà la situation dans laquelle on se trouve. J'ajoute, et je le dis pour le primaire et pour la maternelle, que sur 700 000 ou 750 000 enfants, il y en a peut-être 100 000, et ce n'est pas qu'un problème social. Car il ne suffit pas d'être dans une famille qui a des problèmes sociaux pour avoir des problèmes avec ses enfants. Ça peut arriver à tout le monde, dans toutes les familles, quel que soit le niveau social, la drogue, la dyslexie, un certain nombre de problèmes. Il y a donc 100 000 enfants qui ont du mal à suivre. La difficulté, c'est que ces enfants-là, si nous les laissons passer de primaire au collège, sans nous être occupés d'eux, on ne peut plus les rattraper. Ou on n'en rattrape qu'une minorité. Je souhaite donc qu'on puisse avoir, au niveau du directeur d'école et du maire, un crédit pour chacun de ces enfants. Avec ce crédit, on pourra envoyer chez le médecin, chez le psychologue, chez le spécialiste, pour que pas un seul enfant ne sorte de primaire sans maîtriser les fondamentaux que sont la lecture, l'écriture et le calcul. Parce que quand on ne maîtrise pas l'écriture, la lecture et le calcul, on n'a aucune possibilité de faire valoir ses talents au collège et au lycée. J'ajoute, pour être sûr de bien me faire comprendre, que je souhaite que pour nos jeunes adolescents ou jeunes tout court qui sortent du lycée, nous n'avons pas tous la possibilité ou la joie d'avoir des enfants qui réussissent des concours, qui seront bac plus 18. Ah, je les connais, j'ai tous mes collaborateurs. Voilà. Bon. Je vois, il y en a un seul qui n'a pas fait l'ENA et Polytechnique. Je lui ai demandé s'il a vu un grand chagrin d'amour. Il m'a dit non, c'était une maladie d'adolescence. Ah bon, voilà, ça se comprend. Mais je veux qu'à la sortie du lycée, chacun de vos enfants ait une solution, dans l'alternance ou dans l'apprentissage. Personne sans solution, personne sans avenir, personne sans possibilité. J'ai eu l'occasion de m'adresser aux jeunes samedi. Je veux vous le dire là aussi, parce que ce sont vos jeunes et ce sont vos familles. Je ne veux pas du RMI jeune. Je ne veux pas du RSA jeune. Je ne veux pas de l'assistanat pour la jeunesse. Je ne veux pas qu'on explique à nos jeunes qu'ils peuvent rester couchés et attendre que la société fasse pour eux ce qu'ils ne seraient pas capables de faire par eux-mêmes. Je veux une autre jeunesse. Je veux la jeunesse du talent, de la volonté. Je veux une jeunesse à qui on fait confiance. Je veux, oui, une banque pour la jeunesse de France, pour cautionner ses études quand ils n'ont pas de relations, pour investir sur le premier projet d'entreprise quand ils n'ont pas une famille derrière eux. Je dis d'ailleurs à M. Hollande, il ne faut pas avoir peur du talent. Vous voyez la différence entre vous et moi. Vous voulez moins de riches, moi je veux moins de pauvres. Et ça fait une sacrée différence. Je voudrais dire un mot aussi
de la solidarité, et vous connaissez bien ça. Je sais d'expérience qu'il y a des moments dans la vie où on n'en peut plus. Il y a des moments où la vie est cruelle. Il y a des moments où la maladie frappe, les problèmes de famille, la difficulté. Tous ceux qui sont dans cette situation-là doivent pouvoir compter sur le modèle social français. Mais ceux qui ne sont pas dans cette situation-là, il faut qu'on réfléchisse et qu'on les considère autrement. Je vais vous parler là encore très franchement. Je regardais l'autre jour, j'étais invité d'une émission qui n'en finissait plus d'ailleurs. Je ne dirai pas le nom. Mais il y avait un reportage où un malheureux monsieur en était à son 2000e curriculum vitae. Non mais je ne me moque pas de lui parce que le pauvre. Mais je me disais, notre système marche sur la tête. Qu'on peut bien lui demander d'en envoyer 4000. Ça faisait 4 ans qu'il était au chômage. On peut bien le laisser encore 8 ans. La vérité, c'est que ce monsieur, au lieu de l'épuiser et de lui faire perdre sa confiance à envoyer sans arrêt des curriculums vitae auxquels personne ne répond, il aurait bien mieux valu qu'on fasse un bilan de ses compétences, qu'on réfléchisse avec lui sur ce qu'il avait fait, sur ce qu'il avait envie de faire, et qu'on lui apprenne un nouveau métier pour lui donner une chance de repartir dans la vie. Voilà ce que je veux pour la société française demain. C'est très différent de ce que nous avons. Je m'explique. Chacun d'entre vous, quel que soit votre âge, je pense par exemple à la mère de famille qui a choisi d'élever ses enfants. C'est son droit. Elle rend un service immense à la société. Elle a fait ce choix qui est à la fois une joie et un sacrifice. Et puis quand, au bout de 15 ans, vous savez cette période extrêmement aimable de l'âge de nos enfants, où ils disent c'est sympa, mais la voiture, tu l'arrêtes 400 mètres avant l'école. Hein. Vous savez, du jour au lendemain, vous avez un enfant charmant qui dit c'est bien, ce que c'est gentil de venir me chercher, n'oublie pas mon goûter. Puis tout d'un coup, vous découvrez quelqu'un d'étranger. Non, plus loin la voiture, s'il te plaît, ça me gêne. Cette femme-là, qui a sacrifié, disons les choses, même pour son bonheur, sa carrière professionnelle, est-ce que vous pensez qu'elle a une chance de retrouver un emploi si au bout de 15 ans, elle revient sur le marché du travail? Cette femme-là, elle a le droit qu'on lui apprenne un métier, qu'on lui redonne les bases pour retourner sur le marché du travail. Le jeune, je parlais tout à l'heure, qui n'est pas fait pour des études longues, il a le droit qu'on lui dise, voilà, il y a une formation qualifiante dans tel ou tel secteur, on va te prendre par la main, on va t'aider à obtenir. Celui qui a 55 ou 56 ans, même un âge énorme, 57 ans, un truc... jamais je pensais qu'on pourrait arriver à cet âge-là. Je me disais encore hier, qu'est-ce qu'on doit être fatigué quand on a 57 ans? Celui qui est depuis, comme ces ouvrières de Le Jabi, 35 ans dans le textile, puis le textile à Yssingeaux, ça ne marche pas. On a le droit, elles ont le droit de ne pas mourir d'ennui chez elles en attendant un hypothétique appel, qu'on leur apprenne un nouveau métier. Et à l'inverse, j'étais l'autre jour à Rungis, je n'ai cessé d'entendre des chefs d'entreprise me dire on cherche des jeunes, on n'en trouve pas. Chaque fois que j'ouvre la porte d'un commerçant, d'un boulanger, d'un boucher, d'un charcutier, d'un poissonnier, on me dit on cherche des jeunes, on n'en trouve pas. C'est ça la vérité vraie, pas celle qu'on... pas les reportages misérabilistes. On voit la vérité vraie. Eh bien, je me dis, on va changer de système. Je mets de côté ceux qui sont les accidentés de la vie qu'il faut aider, c'est la solidarité. Mais les autres, quand vous serez au chômage depuis quelques semaines ou quelques mois et que vous n'aurez visiblement pas de chance de trouver un emploi, alors on vous proposera une formation professionnelle qualifiante. Vous la choisirez, mais vous n'aurez pas le droit de la refuser. Parce que le droit que donne la société, il y a une contrepartie, c'est le devoir. Pas de droit sans devoir. Pas de devoir sans de droit. Vous l'accepterez. Et puis cette formation professionnelle, on vous la donnera. On vous la donnera. Et puis à la fin de cette formation professionnelle qualifiante, on vous proposera une offre d'emploi qui correspond à cette formation professionnelle. Eh bien, vous n'aurez pas le droit de refuser cette offre d'emploi qui correspond à la formation professionnelle qu'on vous aura donnée. Et je le dis, Gérard, y compris à mes amis libéraux, ça me paraît beaucoup plus intéressant d'attaquer le sujet de la durée de l'indemnisation par le biais de la formation professionnelle, plutôt que par le nombre de trimestres ou par le nombre de mois. Parce que je dis
que vous ne serez plus indemnisé pour le chômage, vous serez rémunéré pour la formation que vous suivrez. Si la formation dure 6 mois, ben c'est 6 mois. Si la formation dure 2 ans et demi, eh bien ça sera 2 ans et demi. Et à l'issue de cette formation, vous aurez un emploi. Alors, mes chers amis, la formation professionnelle, c'est 35 milliards d'euros. C'est les régions, c'est l'État, c'est les syndicats, c'est le patronat. Personne n'y comprend plus rien. Si, il y a une chose qu'on comprend, c'est que moins on a besoin de formation professionnelle, plus on vous en propose. Je m'explique. Vous avez 40 ans, vous êtes jeune, beau, vous avez déjà 14 diplômes derrière vous, on vous propose l'INSEAD et vous appartenez à un groupe international qui fait des milliards de bénéfices, là, vous aurez votre place. Pas de problème. Vous avez 57 ans, vous êtes à Yssingeaux dans le textile, ça m'étonnerait qu'on vous propose spontanément une petite filière professionnelle pour vous sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Voilà l'injustice. Elle est très grande, cette injustice-là. Elle est inacceptable, cette injustice-là. Le chiffre, d'ailleurs, 10% des chômeurs sont en formation. Que font les 90%? Et quant à Pôle emploi, qui a contact avec la totalité des chômeurs de France, il n'a dans sa main que 15% des offres de formation. Voilà, chère Nadine Morano, ce que nous allons changer ensemble. Un droit à la formation professionnelle. Enfin, mes chers amis, je voudrais terminer en vous disant que je n'écarterai aucun débat. Et ceux qui ne veulent pas de campagne commencent à comprendre que c'est bien difficile. Je veux parler et terminer par la question de la justice. Parce que la France n'aime pas l'injustice. Les Français ne supportent pas l'injustice. Ça, on est bien d'accord. Mais là où il y a un travail qui n'est pas fait, c'est qu'est-ce que c'est que l'injustice? On n'en parle jamais. On les entend tous dire justice, en général justice sociale. Évidemment, justice pas sociale, ça sonne moins bien. Mais derrière ces mots, qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qui est injuste? La rémunération scandaleuse dans la finance, c'est injuste. Mais que celui qui n'a jamais travaillé et jamais cotisé gagne plus que celui qui a travaillé et qui cotise, c'est aussi injuste. Qu'on puisse avoir le RSA sans être obligé de donner à la société un certain nombre d'heures de travail collectif, c'est injuste. Qu'on puisse avoir le RSA sans faire un effort d'insertion, c'est injuste. L'autre jour, j'ai été pris à partie de... Je ne sais pas pourquoi je dis l'autre jour. Non, pas tous les jours, Gérard. Chaque minute. Mais enfin, c'est pour cela que je veux continuer, parce que si je disparaissais, hein, vous imaginez? De qui on parlerait, et qui on critiquerait, et qui on attaquerait, et à qui on reprocherait. Je veux aller jusqu'au bout de ce débat, parce que j'entendais à la radio, c'était un matin, M. Hollande, me reprocher le salaire et les bonus pharaoniques d'un dirigeant d'une grande entreprise. Je me suis intéressé à cette situation, parce que je me dis, si je ne réponds pas à M. Hollande, il va être triste. Et en ce moment, il n'a pas que des satisfactions. Il faut que je fasse attention. J'ai regardé la situation de ce grand patron. Il a remarquablement géré son entreprise. Un des plus grands chefs d'entreprise français. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, c'est que les actionnaires qui ont voté cette rémunération pharaonique, ce sont les amis de M. Hollande. La gauche caviar, la gauche bling-bling, la gauche qui aime tellement dénoncer l'argent et faire le contraire. Donc c'est intéressant. Non. Moi, je ne porte pas de jugement sur les personnes. Je veux simplement dire une chose qui est intéressante pour vous au moment du choix. C'est une question de franchise. Le matin, on dit qu'on est l'ennemi de la finance. Le soir, on est l'ami de ceux qui votent dans le secret des conseils d'administration des salaires pharaoniques à des présidents qui choquent l'esprit de justice de la France. Ça, c'est du mensonge. Ça, c'est de la duplicité. Ça, c'est pas honnête dans une campagne électorale.
Imaginez, mes chers amis, si ça avait été l'un de mes amis, imaginez ce qu'on aurait entendu à ce moment-là. On a le droit de défendre toutes les idées, mais il faut être franc. Il faut dire les choses, il faut assumer. Quant à ceux qui ont voté, c'est bien. Le soir, dans les estrades, on applaudit M. Hollande quand il dit « l'argent ceci, je suis l'ennemi de cela, je suis l'ennemi de cela ». Mais l'après-midi, on fait le contraire. Eh bien, c'est de cela dont nous ne voulons pas. Parce que cela, vous savez ce que ça crée? Ça crée une crise de confiance entre le peuple et la classe politique. Voilà pourquoi ces comportements sont inacceptables. Enfin, je voudrais terminer en vous disant un mot des valeurs qui sont les nôtres, que nous avons portées aux quatre coins du monde. Aucun d'entre vous ne sera protégé si la France est faible. Il y a un lien que vous ne mesurez pas toujours entre votre pays et votre famille. Vous ne venez pas de nulle part. Vous n'êtes pas une page blanche. Vous avez une histoire personnelle, mais vous avez, parfois sans vous en rendre compte, une histoire collective. Nous venons d'un terreau. Nous sommes la France et nous ne pouvons pas être étrangers à tout cela. Les valeurs qui ont bercé ceux qui nous ont précédés, elles comptent. Je veux dire que quand les avions français ont franchi, cher Gérard Longuet, la frontière libyenne et que la cocarde tricolore a évité à Benghazi le massacre, je me suis dit c'est la France éternelle qui est là. C'est la France fidèle à son identité, à ses valeurs, à sa culture. Cette France-là, elle vous protège. Parce qu'elle vous protège, cette France. Parce que dans le monde entier, ce n'est pas de notre faute, mais nous avons une histoire. Dans le monde entier, on attend les initiatives de la France. Quand la France se tait, c'est le silence. La France n'est pas le plus grand pays au monde, mais la France doit avoir de l'audace, de l'imagination, de la volonté. Quand la France, à la demande des Nations Unies, a aidé le président élu Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, au lieu du dictateur Gbagbo, la France est fidèle à ses valeurs. La France est grande quand elle est à la hauteur de son histoire. Il n'y a pas d'un côté la politique étrangère et de l'autre la politique nationale. Il n'y a pas d'un côté votre famille et de l'autre votre pays. C'est un ensemble. Vous devez être fiers de votre pays. Vous devez être fiers de la France. Et j'en ai assez qu'on culpabilise en permanence notre pays. Vous devez être fiers de l'armée française, de nos jeunes Français, qui sont vos frères. Vous devez être fiers de la culture française. Ça a été un débat entre nous, mais j'ai tellement cru à cela. Quand j'ai voulu que l'on respecte les droits d'auteur, je veux le dire en Lorraine, parce qu'il n'y a pas de sujet qui ne vous concerne pas. C'est votre pays, c'est votre avenir. C'est Beaumarchais qui a inventé le droit d'auteur. Vous savez qu'avant le droit d'auteur, les artistes étaient des esclaves, des domestiques, des puissants et des riches. Et quand ils avaient cessé de plaire, on les congédiait. C'est ce qui est arrivé à Mozart. Le droit d'auteur est une invention française, qui est aussi importante que le droit de propriété. Et j'ai voulu, avec la révolution d'Internet, qu'on respecte le droit d'auteur, parce que je crois au droit à la création. On m'a dit, mon Dieu, tu vas te fâcher avec les jeunes. Toujours la même stratégie. Mentir, esquiver, biaiser, ne pas dire ce qu'on pense. Nous avons sauvé les droits d'auteur. Et regardez aujourd'hui, dans le monde entier, on s'inspire de ce que font les Français. Mais je l'ai fait parce que nous avons en héritage la culture française, la langue française, le patrimoine français. Nous sommes les héritiers de Victor Hugo, de Maupassant, de Baudelaire, de Verlaine, de tous les plus grands auteurs qui ont irrigué la littérature mondiale. C'est cela la France. Et c'est cela qui est en cause dans cette campagne électorale. Alors, mes chers amis, voilà la vérité. La vérité, c'est que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de chacun d'entre vous. Nous sommes en train d'écrire une page absolument extraordinaire de l'histoire politique récente. Grâce à vous, nous sommes en train de donner un visage à cette majorité silencieuse qui n'en pouvait plus de se taire et de supporter tant de choses
qu'elle entend à longueur de radio et de télévision et qui correspond en rien à ce qu'elle ressent au plus profond d'elle-même. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre engagement, j'ai besoin de votre amitié, j'ai besoin de votre amour de notre pays. J'ai besoin que cette campagne, 3 semaines d'ici au premier tour, 2 semaines d'ici au deuxième tour, voilà le rendez-vous que je vous donne ici en Lorraine, à Nancy. Vive la République et vive la France! Merci tout particulièrement à Jean-François Copé, à Michel Alliot-Marie, à toi André, à Nadine Morano, à Gérard Longuet, à toi François. Merci à ceux qui sont là. Merci à tous.